Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Hélène Modicom. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Nous sommes le mardi 4 juin 2024. Les émetteurs vont donc bientôt s'atteler à leur arrêté semestriel. Temps fort du calendrier financier des entreprises, les arrêtés comptables doivent faire l'objet de toutes les attentions, surtout dans un contexte toujours très incertain. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer l'intégralité de cette nouvelle édition des matinales à l'arrêté semestriel du 30 juin 2024, en présence d'Émilie Blanc de l'Autorité des marchés financiers et d'Emmanuel Parret de KPMG. Exceptionnellement, cette émission ne comportera donc pas de journal de la rédaction. Le dossier du mois. L'arrêté semestriel du 30 juin 2024 s'inscrit peu ou prou dans la continuité des périodes précédentes. Le contexte géopolitique reste tendu à plusieurs égards. Les effets de la guerre en Ukraine continuent de peser sur l'environnement macroéconomique. Les risques financiers perdurent avec une inflation élevée, des taux d'intérêt encore hauts et, en toile de fond, toujours l'urgence climatique, bien entendu. L'horizon macroéconomique n'a donc pas significativement évolué depuis la fin 2023, même si des éclaircies percent ici ou là, et si on anticipe de prochains desserrements monétaires. Avec nos deux invités, Émilie Blanc, toute nouvelle directrice des affaires comptables de l'Autorité des marchés financiers, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre micro, et Emmanuel Parret, associé, directeur de la doctrine comptable de KPMG, nous allons décrypter les principaux enjeux de l'actualité comptable et financière de l'arrêté semestriel. Sans oublier, bien entendu, les principaux sujets prospectifs pour les clôtures 2024, des sujets prospectifs qui pourraient intéresser nos auditeurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, je le disais il y a un instant, l'environnement économique reste globalement difficile, même si l'inflation a régressé, si les taux d'intérêt et les prix des matières premières sont plutôt stabilisés, les niveaux restent élevés toutefois. En parallèle, certains pronostiquent que les défaillances d'entreprises ont une forte remontée, a été observée en 2023 en France, pourraient se poursuivre dans les mois à venir, notamment dans certains secteurs d'activité plus touchés par des conditions de financement qui prennent du temps à s'assouplir. Et donc, une fois encore, Emmanuel, l'arrêté intermédiaire 2024 peut s'avérer délicat pour de nombreuses entreprises. Oui, Hélène, de nombreuses entreprises restent affectées par le contexte macroéconomique et par les événements géopolitiques, que ce soit directement ou indirectement. L'établissement des comptes semestriels peut, à ce titre, effectivement rester délicat, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision. Je pense aussi aux réformes ou aux évolutions législatives que les entreprises doivent intégrer, comme l'impôt minimum mondial, ou encore la question des congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail, qui a trouvé son épilogue législatif. Mais bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas affectées de la même manière, et certains secteurs souffrent plus particulièrement. Donc il est difficile de généraliser. Émilie Blanc, souhaitez-vous compléter le propos d'Emmanuel Parret ? Oui, comme vous l'avez souligné, l'environnement macroéconomique reste compliqué pour les entreprises avec les effets d'une inflation toujours présente. Dans ce contexte, nous rappelons que les jugements et les hypothèses retenues par les sociétés revêtent toujours une grande importance et nous insistons sur la nécessité d'être le plus clair possible dans les états financiers et de bien expliquer les éventuelles évolutions. Par ailleurs, en cas de difficulté avérée, ces informations données dans les annexes sur les hypothèses de continuité d'exploitation et les actions concrètes envisagées à l'appui de ces hypothèses sont particulièrement importantes. Commençons avec vous, Emmanuel Parret, après ce rapide tour d'horizon macroéconomique et géopolitique. La question toujours sensible des tests de dépréciation ne manquera pas, encore une fois, de se poser au sein de certaines entreprises. Oui, vous avez raison, Hélène, d'en parler. En période intermédiaire, où les tests de dépréciation sont réalisés uniquement en présence d'indices de perte de valeur, les sociétés devront tout d'abord apprécier les circonstances qui doivent les conduire à identifier de tels indices et éventuellement comptabiliser des dépréciations. Lorsque des tests seront réalisés, ce qui pourrait encore concerner un certain nombre d'entreprises lors de cet arrêté, la mise en œuvre pourra rester délicate dans le contexte actuel, encore incertain dans certains secteurs, qui nécessitent de faire appel au jugement. Mais malheureusement, c'est le lot de nombreuses entreprises, notamment depuis 2020. Lorsqu'elles devront communiquer dans leurs états financiers sur les tests de dépréciation comptabilisés,
Seront notamment attendues des informations sur les hypothèses retenues et les éventuelles modifications opérées depuis le dernier test, à la fois sur le plan opérationnel et financier. La prise en compte des enjeux climatiques dans la réalisation de ces tests, en particulier pour les secteurs les plus exposés, sera également très scrutée. Il faudra aussi préciser les UGT ou groupes d'UGT concernés et les segments opérationnels auxquels elles se rattachent. Et notamment en cas de dépréciation, des analyses de sensibilité seront également souvent attendues. Ces analyses, de même que les fourchettes retenues et le champ des hypothèses présentées, seront bien sûr à adapter au contexte actuel. Émilie Blanc, est-ce que l'autorité des marchés financiers a des messages particuliers à passer sur ce sujet récurrent ? Oui, les sujets des tests de dépréciation restent d'actualité pour un certain nombre de sociétés. Et nous souhaitons rappeler l'importance des communications en clôture semestrielle et la nécessité pour les entreprises concernées d'exposer avec transparence les modalités, les résultats, les analyses de sensibilité des tests effectués aux hypothèses clés retenues. Nous attirons également l'attention sur la publication d'une décision de l'ESMA dans son dernier extrait faisant le constat d'une insuffisance d'informations communiquées dans les comptes intermédiaires en lien avec les dépréciations. L'émetteur avait choisi de ne pas communiquer d'informations spécifiques alors qu'une perte de valeur supplémentaire sur les UGT correspondant à 72% de la perte avant impôt pour la période avait été comptabilisée. Le régulateur a notamment rappelé la nécessité de communiquer sur les changements dans les hypothèses clés à l'origine de cette dépréciation dans les comptes semestriels. Nous voulions insister sur le fait que, tout comme pour les clôtures annuelles, les comptes semestriels doivent comporter des informations utiles à leur compréhension et notamment celles qui justifient des changements survenus depuis la clôture précédente lorsqu'ils sont significatifs, évidemment. Bien entendu. Autre chose à ajouter, Emmanuel, en lien avec le contexte macroéconomique, peut-être du côté de l'inflation, il y a des nouveautés ? A priori, pas de points saillants à signaler côté hyperinflation pour les clôtures du 30 juin. En revanche, dans la perspective des clôtures annuelles, il faudra suivre avec attention le cas de l'Égypte et sans doute se préparer à appliquer une comptabilité d'hyperinflation d'ici la clôture annuelle. Mais vous aurez l'occasion de nous en reparler d'ici là. Faisons le point maintenant quelques instants sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2024. Y a-t-il des évolutions significatives à prendre en compte pour cet arrêté semestriel ? Alors, pas de bouleversement majeur dans les textes, mais toutefois des amendements à signaler, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Tout d'abord, des amendements à IAS 1 sur le classement courant-non courant qui ont apporté certaines clarifications. Alors, pour classer un passif en non courant, il faut disposer à la clôture d'un droit ayant une véritable substance et permettant de différer le remboursement de la dette pour au moins 12 mois après la date de clôture. La notion de droit inconditionnel a été supprimée. De plus, seuls les covenants auxquels la société doit se conformer à la date de clôture ou antérieurement peuvent affecter le classement courant-non courant de la clôture concernée. Ainsi, le classement au bilan ne sera pas affecté par des covenants portant sur une période postérieure à la clôture. Mais les sociétés devront fournir davantage d'informations sur l'horizon de règlement anticipé, notamment si elles s'attendent à ce que de tels covenants les conduisent à un remboursement sur un horizon de moins de 12 mois. Et s'agissant des dettes convertibles en actions propres, elles ont également été visées par ces amendements. Alors oui, les dettes convertibles en actions propres sont également visées par ces amendements qui clarifient que si les options de conversion sont comptabilisées en tant que capitaux propres en application d'IAS 32, donc le respect des critères dits du fix for fix, elles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le classement courant-non courant de la composante dette. En revanche, dans le cas contraire, d'un classement en dérivé, ayez en tête que cela pourra conduire à un classement courant si les options donnent la possibilité d'une conversion de l'emprunt en action à moins d'1 an. Nous l'avons en tête. En résumé, Emmanuel ? En résumé, Hélène, on s'attendra donc potentiellement dès le 30 juin à disposer de davantage d'informations en annexe qu'aujourd'hui, mais également à de possibles reclassements courants-non courants. Signalons enfin les amendements à IFRS 16 sur les cessions bail à loyer variable. Il est important de l'avoir en tête si vous avez déjà réalisé ou si vous envisagez de réaliser ce type de transaction. En effet, le vendeur-preneur devra dorénavant inclure les loyers variables
estimée dans la dette de loyer, ce qui crée une exception aux principes généraux d'IFRS 16. Alors, ce qui est important aussi d'avoir en tête, ce sont les amendements à IAS 7 et à IFRS 7 sur les accords de financement des fournisseurs, accords communément appelés contrats d'affacturage inversé ou en mauvais français, reverse factoring. Ceci, Emmanuel, en réponse à la demande des investisseurs qui prônent davantage de transparence et d'information sur les contrats mis en place. Tout à fait, Hélène. Mais ces amendements ne sont pas directement applicables au 30 juin 2024, puisqu'il y a une exemption pour les périodes intermédiaires de la première année d'application. En revanche, il va falloir se préparer à les appliquer pour la clôture annuelle. Les entreprises vont en général devoir fournir des informations supplémentaires en annexe par rapport à la pratique actuelle. Elles vont devoir indiquer les informations permettant de bien comprendre l'impact de ces accords sur les passifs et les flux de trésorerie de l'entité, et notamment indiquer les caractéristiques de ces contrats, leurs termes et conditions, les montants concernés au bilan, à l'ouverture et à la clôture, et les lignes des états financiers concernés, ainsi que la valeur comptable des dettes qui ont déjà fait l'objet d'un règlement par le facteur ou l'établissement financier, mais que l'entité n'a pas encore réglé. De même, il faudra fournir les fourchettes de délai de règlement des dettes fournisseurs soumises à ces accords de financement en comparaison de ceux applicables à des passifs comparables qui ne sont pas soumis à de tels accords et, le cas échéant, donner des explications. Et puis, il y a également d'autres informations qui sont prévues, comme les effets non cash des changements qui seraient intervenus dans les montants au bilan, comme par exemple en cas de regroupement d'entreprises. Mais ces informations pourraient ne pas être faciles à collecter en pratique. Oui, certaines de ces informations pourraient ne pas être faciles à collecter en pratique et nous conseillons donc de bien anticiper le sujet. En particulier, ne pas tarder à définir et mettre en place les processus qui permettront de récupérer les informations nécessaires aux états financiers lors de la prochaine clôture annuelle. Salut, 31 décembre 2024. Émilie, sur ce sujet du reverse factoring qui a souvent attiré l'attention des régulateurs, est-ce que l'AMF a des attentes particulières pour le 30 juin 2024 ? Oui, comme l'a souligné Emmanuel, même si l'amendement n'est pas applicable pour la clôture semestrielle, nous invitons évidemment les sociétés, si le sujet est significatif, à communiquer dès cette clôture toutes les informations déjà disponibles qui pourraient permettre une bonne lecture aux lecteurs des états financiers pour avoir une bonne compréhension des impacts de ces contrats et notamment en cas de signature de nouveaux accords. Nous invitons également les sociétés à anticiper dès maintenant, comme l'a souligné Emmanuel, la collecte des informations requises et notamment celles qui risquent d'être compliquées à obtenir. Nous pensons notamment au montant des dettes pour lesquelles les fournisseurs ont déjà reçu les paiements des établissements financiers. C'est entendu. Continuons de nous intéresser aux changements normatifs. Des décisions importantes du comité d'interprétation des IFRS sont-elles à signaler à nos auditeurs, Emmanuel ? Je commencerai avec une décision dont nous avions parlé en octobre dernier, mais qui était provisoire à l'époque et qui est désormais définitive. Elle porte sur le sujet sensible, lors d'un regroupement d'entreprises, des paiements conditionnés à l'emploi des anciens actionnaires vendeurs pendant une période de transition post-acquisition. Sans surprise, même question, même réponse du comité. L'IFRIC a confirmé leur comptabilisation en rémunération au compte de résultat sur la durée de présence requise, et non comme un complément de prix d'acquisition au bilan. Une autre décision définitive qui nous semble importante de souligner est celle portant sur la comptabilisation des engagements liés aux enjeux climatiques et plus particulièrement sur un engagement volontaire net zéro ou équivalent. Alors nous allons revenir dans un instant sur les enjeux climatiques et revenir notamment sur cette décision que vous venez d'évoquer. Avant cela, peut-être un mot sur la nouvelle norme IFRS 18 qui a été publiée tout début avril, le 9 avril dernier pour être précise. Oui Hélène, cette nouvelle norme porte sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers et est principalement destinée à remplacer l'actuel IAS 1 et dans une moindre mesure à amender d'autres normes comme IAS 7 sur le tableau des flux de trésorerie. Toutefois, l'horizon de ces changements est encore assez lointain car cette norme s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 uniquement. Et comme toujours dans ce type d'évolution qui nécessite potentiellement des modifications de système et de paramétrage, mieux vaut anticiper dès que possible. Et cela d'autant que cette nouvelle norme s'appliquera de façon rétrospective
donc en impactant les comptes comparatifs de la première année d'application. Justement, sur le fond, quels sont les principaux changements apportés par IFRS 18, Emmanuel? Alors, nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir plus en détail dans d'autres émissions, mais pour marquer les esprits, citons notamment au compte de résultats la création de 3 catégories opérationnelles, investissement et financement, et 2 nouveaux sous-totaux, résultats opérationnels et résultats avant financement et impôts. De nouvelles dispositions en termes d'agrégation et de désagrégation de l'information financière qui s'appliqueront à l'ensemble des états financiers. Ou encore le tableau des flux de trésorerie qui, lorsqu'il est établi selon la méthode indirecte, devra désormais adopter comme point de départ le résultat opérationnel. Sur un tout autre sujet, j'en profite aussi pour signaler l'exposé sondage intitulé Business Combination Disclosures, Goodwill and Impairment, publié en mars dernier, proposant un enrichissement des informations communiquées sur les regroupements d'entreprises, notamment sur les performances attendues de celles-ci et leurs réalisations ultérieures, ainsi aussi que des simplifications et des clarifications sur les tests de dépréciation des actifs. La période de commentaires est ouverte jusqu'au 15 juillet, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Poursuivons cet entretien avec la question des enjeux climatiques, la demande des investisseurs. Pour mieux comprendre l'impact de ces enjeux dans les états financiers continue de se renforcer, c'est tout à fait compréhensible. 2024 sera en effet la première année de préparation du rapport de durabilité, ou du moins des informations de durabilité qui seront incluses dans le rapport de gestion, des informations qui devront être publiées en 2025 pour la première vague d'entreprises visées par la CSRD. La connectivité avec les états financiers sera d'autant plus importante, scrutée par les différentes parties prenantes. Doit-on ainsi s'attendre à des évolutions côté normatif ? Les choses vont continuer à bouger. Des projets actuellement en cours ou communication de l'IASB pourraient conduire à enrichir les informations climatiques dans les états financiers, accroître la connectivité avec le reporting de durabilité, clarifier ce qui relève du reporting financier ou non, voire peut-être même fournir de nouveaux guides d'application. Il faudra donc suivre les travaux de l'IASB en la matière. Mais déjà, peut-être revenons sur la décision de l'IFRIC, sur les engagements net zéro dont on a parlé tout à l'heure. Oui, Hélène, cette décision porte plus précisément sur les circonstances dans lesquelles une société pourrait avoir une obligation implicite et ensuite devrait reconnaître une provision en lien avec un engagement de réduction ou de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas soumis à l'IFRIC, l'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% à l'horizon 2029 et à compenser les émissions résiduelles à partir de cette date. L'IFRIC a tout d'abord rappelé que l'entreprise devait déterminer si son engagement public de réduction ou de compensation des émissions de gaz à effet de serre créait une obligation implicite et dans l'affirmative si elle devait comptabiliser une provision en lien avec cette obligation implicite. Et donc ? Dans le cas analysé par l'IFRIC, l'entreprise s'est engagée publiquement sur la réduction et la compensation des émissions futures de gaz à effet de serre à partir de 2029. L'IFRIC a indiqué que pour conclure définitivement à l'existence d'une obligation implicite, tous les faits et circonstances devaient être analysés. Ensuite, même si l'entreprise a une obligation implicite, ce n'est pas à la date de l'annonce publique qu'elle devra comptabiliser une provision, car à ce moment-là, elle n'a pas encore d'obligation résultant d'un événement passé, puisque les émissions qu'elle s'est engagée à compenser n'ont pas encore eu lieu. En revanche, elle pourrait être amenée à provisionner dans le futur si elle continue à émettre des gaz à effet de serre au-delà de 2029, à supposer que les autres critères prévus par IAS 37 soient remplis. Et donc, au regard de cette décision, à quel moment une provision en lien avec les engagements net zéro doit-elle être comptabilisée ? Les entreprises doivent analyser en détail leur plan d'action visant à atteindre leurs objectifs affichés net zéro ou équivalents et déterminer l'impact éventuel de chacune de ces actions sur les états financiers en application des normes IFRS.
pour déterminer plus spécifiquement s'il est nécessaire de comptabiliser une provision, comme l'IFRIC l'a rappelé, les entreprises doivent procéder à un test en 2 étapes. Tout d'abord, déterminer si l'entreprise a une obligation implicite, puis dans l'affirmative, déterminer si les critères de reconnaissance d'une provision sont remplis. À ce sujet, signalons que KPMG a publié un web article ainsi qu'un guide présentant cette démarche et aussi des pistes de réflexion pour assurer la cohérence des informations communiquées sur ces engagements net zéro dans les différents supports de communication. Et toutes ces publications sont disponibles sur le site kpmg.com. Vous nous aviez indiqué, Emmanuel Paré, en octobre dernier, que l'IFRIC avait été saisi à propos de la comptabilisation de certains contrats d'approvisionnement en énergie. Mais à l'époque, le comité avait transféré le sujet à l'IASB qui devait étudier la possibilité de procéder à des amendements IFRS 9. Où en est-on aujourd'hui sur ces contrats d'achat d'électricité verte qu'on appelle aussi en mauvais français des PPA, des Power Purchase Agreement? L'IASB s'est saisi en effet du sujet et a publié le 8 mai dernier un exposé sondage proposant des amendements à IFRS 9 portant uniquement sur les contrats d'achat d'électricité renouvelable. L'objectif ici est d'amender la norme et de préciser les conditions d'éligibilité à l'exemption pour usage propre dit Own Use Exemption pour les contrats PPA physiques et donc adapter son application à la spécificité de ces contrats sans possibilité d'extension à d'autres types de contrats. L'objectif est aussi d'amender les dispositions au titre de la comptabilité de couverture pour les adapter au traitement des contrats PPA virtuels ainsi qu'aux contrats PPA physiques n'ayant pas pu bénéficier de l'exemption pour usage propre, mais qui pourront être qualifiés d'instruments de couverture. Cet exposé sondage propose également de fournir de nouvelles informations en annexe au titre de ces contrats, comme la durée, le prix, les quantités maximum et minimum garanties ou encore une information sur l'obtention de certificats verts. Ce qui est important aussi de préciser à nos auditeurs, Emmanuel, c'est que la période de commentaires s'étend jusqu'au 7 août prochain. L'IASB ayant pour objectif de publier le texte final des amendements au cours du dernier trimestre 2024, avec toujours, bien sûr, une approbation de l'Union européenne. Alors, la date d'application n'est pas encore définie aujourd'hui, mais on sait déjà que si les nouvelles dispositions pouvaient être finalisées et rendues applicables par l'IASB dès le 31 décembre 2024, elles ne pourront pas être adoptées, malheureusement, par l'Union européenne. Et donc, se pose la question pour les entreprises de comment raisonner dans cette période intercalaire dans l'attente de l'adoption formelle par l'Union européenne de nouveaux amendements. Comment font les entreprises, Emmanuel ? Oui, et donc en première analyse, il semble que ce qui est prévu en matière d'exemption Own Use puisse être considéré dans une certaine mesure comme des clarifications et servant de base à la définition de politique comptable dès aujourd'hui, mais uniquement pour les contrats d'achat d'électricité renouvelable. En revanche, cela ne veut pas dire non plus qu'une comptabilité Own Use pourra toujours appliquer, et c'est là qu'interviendra le jugement. De même, les dispositions en matière de comptabilité de couverture vont introduire de véritables modifications du texte existant si elles sont maintenues en l'état dans le texte final, et il faudra en la matière se montrer là très circonspect. Cet exposé sondage prévoit des informations complémentaires à fournir sur ces contrats d'achat d'électricité verte. À cet égard, Émilie, les entreprises ont-elles progressé dans les informations fournies dans les états financiers ? Oui, nous constatons que certaines sociétés communiquent des informations plus détaillées sur ces instruments, en indiquant notamment sur ce type de contrat lesquels elles ont souscrit, est-ce qu'il s'agit de PPA ou de VPPA, la localisation des contrats, le type d'énergie souscrit, solaire, éolien, mixte, le volume de production, la date de début du contrat et sa durée, et ainsi évidemment que le traitement comptable retenu. Donc, ces informations sont utiles et attendues par les lecteurs des états financiers dans un contexte d'accroissement des recours à ces montages. Elles sont utiles d'abord parce qu'elles permettent de mieux comprendre la façon dont les sociétés anticipent et couvrent leurs besoins en énergie dans un contexte d'attente plus forte en termes de respect de l'environnement, et également parce qu'elles permettent de faire le lien avec les informations communiquées sur le sujet en dehors des états financiers. Comme souligné par Emmanuel, il est important que les sociétés soient vigilantes sur cet exposé sondage et ses conséquences.
Les états financiers donc continuent de s'enrichir, de s'améliorer, mais on comprend aussi qu'il y a des marges de progression, qu'elles existent ces marges de progression, et que les entreprises doivent continuer dans leur démarche, dans leurs travaux, pour détailler davantage en annexe les explications dans ce domaine, toujours dans la perspective de la clôture annuelle qui est un peu plus exigeante. Oui, il est vrai que si certains émetteurs ont enrichi leurs informations, le niveau fourni reste encore assez hétérogène. Donc, on s'attend à ce que les annexes continuent à être complétées et améliorées pour donner de l'information la plus pertinente possible, en lien évidemment avec les nouvelles informations qui seront communiquées dans le rapport de durabilité. Et sans surprise, les sujets de connectivité et d'information relatives aux enjeux climatiques restent des points d'attention de l'ESMA et de l'AMF. Cette année, il n'y aura pas de publication reprenant des exemples ni de l'ESMA ni de l'AMF. En revanche, l'ESMA devrait a priori publier courant octobre un document pédagogique sur les quotas d'émissions carbone qui exposera les principes comptables ainsi que les informations à communiquer. Donc, on sera attentif. Et c'est un sujet qu'on suivra bien évidemment au cours des prochains mois. Alors, venons-en maintenant aux autres points d'attention pour les comptes semestriels 2024, parce que c'est bien ce qui nous préoccupe. Et on va peut-être commencer par la fiscalité. À quoi les entreprises, Emmanuel, doivent-elles veiller dans ce domaine lors de l'arrêté intermédiaire ? En matière d'impôt sur le résultat, vous le savez, en période intermédiaire, les IFRS requièrent d'estimer le taux effectif d'impôt à fin d'année, englobant en général l'impôt courant et différé, et de l'appliquer ensuite au résultat comptable intermédiaire. En revanche, une source de nouveauté cette année peut venir de l'impôt minimum mondial, qui est un sujet fiscal complexe. Pour rappel, le pilier 2 requiert la mise en place d'un mécanisme visant à garantir un taux d'imposition effectif minimum de 15% dans chaque juridiction fiscale. Les groupes concernés sont ceux dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros sur au moins 2 des 4 années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale en cours. En vertu de la règle d'inclusion du revenu, de façon schématique, si le taux d'impôt effectif est inférieur à 15% dans une juridiction, la société mère ou éventuellement une société holding intermédiaire doit payer la différence entre le taux effectif d'impôt de la juridiction et le taux minimum de 15%. C'est ce qu'on appelle la top-up tax. Oui, et c'est la première fois pour ces comptes semestriels 2024 que les groupes concernés, bien entendu, seront susceptibles d'avoir à comptabiliser cette top-up taxe dans leur impôt courant, puisque le dispositif est effectif cette année. Oui, Hélène, et même si ces groupes disposent lors de la première année d'application de 18 mois à compter de la clôture pour satisfaire aux obligations déclaratives, soit jusqu'au 30 juin 2026 pour les clôtures du 31 décembre 2024. En conséquence, de nouvelles questions sont susceptibles de se poser quant aux modalités de prise en compte de la top-up tax dans le calcul du taux effectif d'impôt pour l'établissement des comptes semestriels. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a pas encore toujours consensus en la matière et plusieurs vues sont parfois possibles. Dans ces conditions, il conviendra, le cas échéant, d'être transparent en annexe sur les modalités retenues dans les comptes. Notez aussi que seul l'impôt courant est impacté puisqu'il n'y a pas à comptabiliser d'impôt différé au titre de la top-up tax en application des amendements d'IAS 12 de 2023. Les groupes devront en revanche indiquer a minima en annexe l'application de l'exemption temporaire obligatoire de comptabilisation des impôts différés et le montant de l'impôt courant lié à pilier 2. Le message est passé. Autre point de vigilance de cet arrêté, le sujet des congés payés, acquis en période d'arrêt de travail. Alors pour rappel, les arrêts de la Cour de cassation de mi-septembre 2023, se fondant sur les dispositions du droit européen, ont amorcé une évolution majeure qui a donné lieu à une loi, entrée en vigueur, à une loi française, entrée en vigueur le 24 avril dernier. Alors cette loi modifie le Code du travail en consacrant l'acquisition de congés payés au cours des périodes d'arrêt de travail. Toutefois, au-delà de cette mise en conformité, la loi crée de nouvelles règles relatives au report des congés ainsi que des dispositions relatives à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.
Le texte, malheureusement, ne permet pas de lever toutes les incertitudes quant à la question de la prescription des droits à congé qui seraient réclamés par les salariés. Et dans cette perspective, et pour vous éclairer sur ce sujet, nous vous invitons à écouter ou réécouter l'émission des Sociales de KPMG qui a été diffusée le 14 mai dernier et qui revient en détail avec nos experts sur cette nouvelle loi. À ce propos, Emmanuel, quels sont les enjeux comptables de cette nouvelle loi votée au mois d'avril? L'enjeu comptable réside essentiellement dans le traitement des arrêts de travail entre 2009 et la date d'entrée en vigueur de la loi et des possibles demandes de régularisation de salariés et d'anciens salariés. Les entreprises demeurent en effet contraintes de procéder à une évaluation du risque de régularisation en émettant des hypothèses argumentées, sachant que de nombreuses dispositions sont prévues par la loi pour encadrer les droits à congé et leur report, ainsi que les possibilités de recours. Donc les entreprises doivent s'intéresser au sujet. Nous en avons terminé avec les règles comptables internationales. Consacrons quelques instants aux règles comptables françaises pour ceux qui établissent des comptes semestriels dans ce référentiel. Y a-t-il des points d'attention pour le 30 juin, Emmanuel ? Alors, pas de nouveautés très spécifiques à signaler pour une clôture 30 juin, à l'exception du texte sur les solutions informatiques applicables à compter du 1er janvier 2024, qui, pour mémoire, comporte des différences significatives avec les IFRS. J'en profite aussi pour rappeler l'existence du règlement modernisation des états financiers d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, avec une application par anticipation possible depuis l'exercice 2023. Nous attirons en particulier l'attention de nos auditeurs sur le temps requis pour la mise en œuvre de ce règlement, qui nécessitera des adaptations des logiciels et systèmes d'information comptable, une mise à jour des formats d'états financiers ou encore une identification de ce que la nouvelle définition du résultat exceptionnel implique. Il faut également garder en tête que des travaux sont en cours à l'ANC sur le sujet du classement dettes autres fonds propres qui pourrait aboutir à la publication d'un nouveau règlement d'ici la fin de l'année. Enfin, il faut également s'attendre d'ici l'été à une nouvelle consultation publique sur le projet de texte relatif à la comptabilisation du chiffre d'affaires. Donc, restez attentifs. Nous vous écouterons, nous resterons attentifs. Alors, si on continue de se projeter vers la clôture 2024, Émilie Blanc, quels sont vos sujets de préoccupation majeurs en tant que régulateur et les principales publications qui pourraient être émises par l'autorité des marchés financiers d'ici là ? Alors, s'il est encore un peu tôt pour répondre à cette question, comme je l'ai évoqué, le risque climatique et la connectivité resteront des points d'attention des régulateurs cette année. En termes de publication, l'ESMA publie 1 à 2 fois par an quelques décisions d'application qui font l'objet d'un consensus et qui sont intéressantes pour la place. Il faut souligner que pour la première fois, il y aura la présence de décisions relatives aux indicateurs alternatifs de performance, donc dans le dernier extrait qui a été publié la semaine dernière. En France, ces sujets sont assez bien appréhendés, mais au vu de leur importance en termes de communication, il nous a paru nécessaire de rappeler que ces derniers ne peuvent pas être présentés avec plus de prééminence que les indicateurs issus des états financiers. Et de plus, il s'agit de nouveaux indicateurs. Ceux-ci doivent être pertinents, fiables, et leur dénomination, bien entendu, doit refléter leur contenu et ils doivent être stables dans le temps. Par ailleurs, comme chaque année, l'AMF publiera des recommandations sur l'arrêté des comptes, probablement courant du mois de novembre. Une nouveauté est à souligner, c'est qu'une publication sera probablement faite de manière séparée sur la revue des rapports de durabilité et de la connectivité courant novembre. Cette publication prendra la forme d'une étude statistique qui vient un peu en remplacement de l'étude taxonomie de l'année passée. Et enfin, sans grande surprise pour les établissements financiers et les assureurs, l'ESMA publiera une étude sur la première application d'IFRS 17 et également attendue courant novembre ou décembre.
Donc une fin d'année avec beaucoup de publications, ce qui paraît somme toute assez logique. Un grand merci à vous deux, Émilie Blanc, Emmanuel Paré. Merci beaucoup pour vos éclairages sur cette actualité comptable, qu'elle soit française, mais aussi bien entendu internationale. Comme toujours, une actualité riche dont les entreprises doivent se saisir pour leur clôture intermédiaire. Et au-delà de cet arrêté semestriel, sur la feuille de route des directions financières, et j'ai envie de dire de la gouvernance de manière plus large, on trouve bien entendu les enjeux climatiques qui prennent de l'ampleur, qui continuent de prendre de l'ampleur. Nos experts KPMG sont bien entendu à votre disposition et vous pouvez consulter nos nombreuses publications, notamment l'édition 2024 des modèles d'état financier intermédiaire disponibles sur notre page internet kpmg.fr. Cette édition des matinales est maintenant terminée. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de Radio KPMG le 2 juillet prochain pour une nouvelle édition des matinales. À bientôt donc. Les matinales de KPMG.